Aujourd'hui, je reçois le premier Martiniquais, le premier à tout jamais déjà. Alexis d'Argenton. Welcome everyone. Salut Alexis. Salut Jeanne, Ça va? merci de m'avoir invité sur le podcast. Ça fait un moment que tu m'as envoyé l'invitation et puis là c'est la bonne occasion parce qu'on a un tournoi ce week-end en Guadeloupe Ouais. donc je suis là et puis on en profite pour discuter un petit peu. On en profite pour discuter. J'ai conçu ce podcast et j'avoue que entre toi et ma basse, vous êtes les deux premiers sur ma liste. Effectivement, tu es en déplacement en Guadeloupe, mais toujours en Martinique. Tu es Martiniquais. Tu es là pour le tournoi Créole Basket, on va dire le Ouais, terme. Il y a eu un premier match hier. Vous avez gagné voilà, c'est ça. face à AOG. À Roger. Déjà, tu as ressenti de ce match. Comment tu t'es senti? Comment t'as senti ton équipe pour ce tournoi? Bah alors déjà on a pu remporter ce match-là donc c'est un point très positif. On vient en Guadeloupe pour ce tournoi-là, c'est la première édition pour moi. Je suis en Martinique dans une nouvelle équipe aussi et l'équipe avec laquelle on évolue dans le championnat martiniquais n'est pas celle qu'on présente lors de ce tournoi-là. On est venu avec beaucoup de nos jeunes talents. Donc, il y a encore beaucoup d'adaptation. On manque un peu de densité physique, on manque Ouais, d'expérience ouais. et de repères. Donc, ça a été un peu compliqué pour nous hier, mais on se retrouve quand même en finale. Il va falloir montrer quelque chose d'un peu mieux ce soir. C'est ça. Et la finale est ce soir. On est dimanche. Mais vous rencontrez le JGB. Mhm. Potentiellement, moi, je pense que ça peut être une finale Ivoire. OK? Golden contre GGB. Mais vous venez pas avec votre équipe. Si vous veniez avec cette équipe au GGB, attention, vous risquez peut-être de vous faire prendre et manger par le GGB, qui est une superbe équipe. Oui, c'est Même si, voilà, tu fais que il y a des jeunes et tout, comment tu abordes ce match ce soir? très sérieusement, parce qu'on va rencontrer le GGB, on peut déjà se qualifier d'équipe rivale, parce que on va sûrement se rencontrer à nouveau, et Ouais, ça s'est déjà fait dans le passé, au Guimancois, et toutes sortes de compétitions qui font la Martinique et la Guadeloupe s'affronter. Donc, ouais. c'est sûr que là, on n'a pas notre équipe type, mais il faut qu'on soit quand même sérieux pour espérer, pour espérer gagner ce soir, parce qu'on a regardé un petit peu le match après nous hier Ouais, contre une équipe c'est Antigua, ouais, Antigua. qui, qui, euh, qui était très physique justement, et c'était un match où il y avait, j'ai envie de dire, un peu plus de niveau que ce que nous on a proposé. Donc il va vraiment falloir qu'on soit sérieux et qu'on monte notre meilleur basket ce soir pour espérer gagner contre le GGB. Ouais. Ok, alors ça c'est ce soir, on verra comment ça se passe. Moi je serai là au premier rang pour regarder tout ça. On va pas de tes débuts, d'accord? Parce que comme tout le monde, il y a un commencement à cette vie de basketteur et d'athlète professionnel. Tu as commencé à Martinique, tu as joué en Martinique, dans quel club, à quel âge et quels sont tes souvenirs? Au tout début, j'ai commencé très jeune sur les playgrounds avec mes frères. Donc, je suis originaire du Lamentin. Ok, Et alors, on a commencé à jouer un petit peu partout avec mes grands frères grands frères et grandes sœurs qui sont des passionnés de basket. Donc, ils nous ont un petit peu transmis cette passion-là pour le sport dès le plus jeune âge, que ce soit à la maison. On est une famille de 5 enfants, ok, quatre garçons sérieux. et une fille, et même ma sœur joue au basket. Donc, on s'est toujours un peu poussé, on a toujours joué à la maison, playground, tout ça. Et j'ai pris ma carrière de basket a pris une tournure vers l'âge de 8 9 ans, je pense, où je me suis inscrit à Saint-Joseph, au Golden Lion, où j'ai fait toutes mes premières classes. Euh, et de ce moment-là, ça a été assez sérieux parce que du coup, j'ai intégré le pôle espoir, la sélection de Martinique et tout de suite, on a compris que j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose Dans le basket, dans ok. le Et basket, ouais. avant d'aller dans le basket, tu as fait d'autres sports ou pas? Oui, Comme j'étais, tout le monde, il faut faire voilà, autre chose. enfant hyperactif, Ah ouais. un peu difficile à gérer, à canaliser pour les parents. Donc, mes parents étaient sportifs aussi, donc mordu de rugby pour mon père, ma mère a fait du basket et tout. Donc, j'ai touché un Ok. petit peu à plusieurs choses, que ce soit le foot, l'athlétisme, un tout petit peu de natation. J'ai fait du judo aussi. Enfin, on s'est essayé à beaucoup de choses, mais le basket est quand même resté comme le, le principal lien de la famille où tout le monde avait vraiment cette passion pour le basket, de regarder même la NCAA, on regardait déjà à l'époque. Et c'est de là où me vient un peu mon objectif de vie, c'est que mes frères ont commencé peut-être un peu tard pour, euh, pour arriver au plus haut niveau. Et
les opportunités de l'époque n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui ont plus d'opportunités que les générations d'avant nous. Ouais, Et voilà, ça a été un objectif d'arriver jusque-là. Donc, d'accord. Est-ce que quand, à cette époque-là, tu domines, est-ce que tu es grand déjà? non, pas T'es du pas tout. grand encore. Ah Mm-mm. ouais, je grandis après. Non, je fais, Donc, alors, moi, j'ai deux questions à faire par rapport à ça. Est-ce que tu domines quand même, mais est-ce que tu es obligé de développer ton jeu de outside? Parce que maintenant, tu es plus à l'intérieur. Ouais, voilà. tu es quand même un joueur qui peut dribbler et mener un ballon et have dribbling skills. Ouais, c'est des bons restes parce que j'ai jamais dominé quoi que ce soit étant plus jeune parce que voilà, manque de taille, de physique, j'étais tout petit, je jouais meneur. Donc j'ai commencé ma carrière de basket en tant que meneur. J'ai intégré le Pôle Espoir en tant que meneur, sélection de Ok, Martinique. Jusqu'en cadet, j'étais meneur parce que voilà, à 15-16 ans, je faisais encore 1m70 d'accord. et grosse poussée de croissance à mon arrivée en cadet où je monte très vite à 2 mètres et bon, on peut pas se permettre d'avoir le plus grand joueur sur le terrain à la main alors qu'on a besoin de gens à l'intérieur. Donc voilà, j'ai toujours un peu flotté dans ces positions-là, que ce soit poste 4, poste 5, poste 3 aussi. Et du coup, je suis capable de faire pas mal de choses sur le terrain. Ok, d'accord. Donc, tu intègres le Krebs. Paul Espoir, Paul ouais. Espoir, oui. Nous, c'est le Krebs. Ça Ouais, s'appelle le Krebs. Moi, oui, je c'est sais. Paul Espoir, Voilà, effectivement. Alors, Paul Espoir, tu es né en 94. c'est ça. Mais je t'ai pas vu dans le circuit. Moi, je suis 93. On n'a même pas eu le temps de se croiser, non? Oui Non, ou non? Je sais plus, moi. je sais plus trop. Peut-être. On s'est vraiment rencontrés tous les deux. On s'est croisés aux États-Unis, mais Mais disons que en ça. 93, dans ma génération, non. Oui, il y a les Yanis Morin. Mhm. Ben, j'étais au Pôle Espoir avec Yanis Morin. C'est vrai, donc tu Voilà. l'as fait. Mais Moi aussi, alors. voilà. Donc, Ok. comme je t'explique, c'est que je dominais pas. J'étais un meneur. Alors, à cette époque-là, Yanis est à 1 an de plus que moi. Mhm. Donc, cette génération-là était très, très douée. Il y avait beaucoup de talent et c'était difficile pour nous, les plus jeunes, de se faire une place. Donc, on se battait comme on pouvait avec les armes qu'on avait, mais il faut savoir qu'à 12 ans, à 12-13 ans, Yanis faisait 2 mètres. Donc, voilà, on était dans des catégories différentes, mais on se battait. Il y avait, justement, c'est ce qui nous a poussé à travailler plus pour se faire cette place-là. Et de ma génération, j'ai été en sélection de Martinique, mais voilà, par manque de taille, par un peu manque d'expérience, j'ai pas été dans la lumière autant que les autres. Et c'est un épisode qui s'est terminé assez rapidement. Moi, je veux pas trop m'étaler dessus maintenant, mais l'épisode du Pôle Espoir, voilà, donc ça s'est arrêté là. Et par la suite, j'ai pris la décision, par ego, par orgueil, de comment ça s'était passé pour moi sur le Pôle Espoir, de faire mon chemin tout seul. Et aussi, par confiance j'avais confiance envers les coachs qui m'ont permis justement d'atteindre un niveau assez décent en Martinique. Au Golden Lion, c'était très, très sérieux au niveau du développement des jeunes. Donc, je savais que là-bas, je pouvais Mhm. m'appuyer sur les coachs, sur les joueurs qui nous transmettaient l'expérience. Parce que Yanis Morin était aussi à Saint-Joseph. Donc, on a, pour en nommer quelques-uns, il y a les Naples, les Viersac, les Morin. C'est tous des gens qui sont référencés quand on parle du basket martiniquais à Saint-Joseph. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau des coachs aussi, je pourrais pas nommer tout le monde, mais c'est qu'il y a pas mal de gens qui font du très bon boulot à Saint-Joseph. Et du coup, j'en ai profité pour me développer là, tout seul en parallèle de ce qu'ils pouvaient faire au pôle et au pôle anti-Guyane. Donc, je m'entraînais avec les minimes, les cadets, les seniors. J'ai pu vraiment être intégré dans un programme d'entraînement aussi intensif que ce qu'ils pouvaient proposer dans les centres de formation et autres. Eh ben, c'est très, très intéressant que tu dis ça parce que moi, je sais que quand on est jeune aux Antilles, la seule référence qu'on a pour se former, c'est le Pôle Espoir et en l'occurrence, le Krebs, souvent en Guadeloupe. Mais toi, tu me dis qu'il y avait une structure, pas indépendante, mais qui n'est pas le Pôle Espoir en Martinique, qui t'a permis de continuer à croire en tes rêves Voilà. et de Exact. performer, quoi. Exactement, c'est le message que j'ai pour les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de chemin tracé, de recette type pour y arriver. Si vraiment tu te donnes les moyens de le faire et il faut aussi être accompagné, mais si tu te donnes les moyens de le faire, de t'entraîner, comme je te dis, on m'a pas donné les clés. Je me suis présenté aux entraînements en disant voilà, j'ai envie de m'entraîner avec les minimes, j'étais minime,
Et j'ai dit, après l'entraînement minime, moi, je vais pas rentrer chez moi, je vais faire l'entraînement cadet dans la foulée. Et puis, si les seniors me laissent la chance de m'entraîner avec eux, pourquoi pas? Donc j'ai fait ça pendant toutes mes années lycée. Donc, quand je dis parcours atypique, c'est de là que ça part, c'est que tout seul, donc, en plus des entraînements à la maison, de la compétition avec les frères, m'entraîner autant que je pouvais pendant la semaine, on arrive quand même à remporter des championnats de Martinique cadet, à venir faire des tournois ici en Guadeloupe, et par là, bifurquer, prendre un chemin qui nous emmène vers les États-Unis, et c'est comme ça que j'arrive aux États-Unis à 17 ans. Je suis d'accord que le choix que tu as pris à ce moment-là pour te former ailleurs était ton bon chemin pour toi. Oui, je suis convaincu de ça parce que on voit les résultats, on a coché les cases qu'on voulait cocher sans passer par le système où d'autres ont pu évoluer et ne sont peut-être pas arrivés jusque-là. Donc, ça montre bien qu'une voie n'est pas forcément meilleure que l'autre et que si le travail est fait correctement, on peut arriver aux mêmes objectifs. Donc, tu te formes avec ton club et tu intègres un moment finalement les États-Unis. Donc, tu es au lycée et tu pars à Los Angeles. Voilà. Comment tu pars à Los Angeles? Est-ce que tu peux nous dire, oui, ce chemin vers les États-Unis pour toi? Alors, ben, de la même manière qu'on est là ce week-end pour le tournoi en Guadeloupe, je sais que la Guadeloupe fait beaucoup d'efforts pour développer le sport et pousser les jeunes à justement atteindre des objectifs professionnels. Et je me rappelle que c'était en 2012, 2012 je pense. Ouais, je crois que c'est ça, pas dire de bêtises. Euh, on remporte le championnat de Martinique avec mon équipe en cadet et on est invité à un tournoi en Guadeloupe qui était, Comment ça s'appelle? c'était pas Pietrus. Alors, je me rappelle plus exactement du nom du tournoi, mais je sais que c'est Pietrus qui avait, Un tournoi, ah ouais? ouais, c'était un, Le camp Pietrus, c'est un tournoi. alors je pense que c'était il y avait le camp, mais c'était un tournoi qu'on a fait après où il avait invité des équipes de la Caraïbe, un peu dans le même sens qu'on fait maintenant là. Ouais. Et il y avait une high school, donc un lycée américain, Crenshaw High School. Il y avait une équipe de prep school de Toronto, Toronto Prep. Ouais. Il y avait deux sélections de Guadeloupe Okay. et il me semble que je sais plus, c'était une île anglaise qui s'était présentée, qui avait répondu à l'invitation. Et on avait demandé à ce qu'on fasse une sélection de Martinique, mais dans le temps imparti et avec les moyens qu'on avait, ils n'ont pas pu vraiment organiser la sélection de Martinique. Donc la décision qui a été prise, c'était d'envoyer le vainqueur du championnat, ce qui se trouvait être mon équipe. Okay. Donc nous sommes venus et on a fait un très beau tournoi où on finit quand même troisième. On remporte, on a battu les équipes de Guadeloupe et de Saint-Martin, peut-être, je sais plus. Non. Pas dire de bêtises, donc je vais dire que je ne sais pas. Une équipe de la Caraïbe. Une équipe caribéenne, mais j'ai un souvenir de Crenshaw High School et Toronto Prep qui finissent. Alors Toronto Prep avait fini premier, Crenshaw deuxième, et nous on avait fini troisième. On avait fait une très belle prestation et de là je me suis fait repérer comme potentiel talent pour partir aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, c'est un programme qui était inconnu pour nous. Donc on a vendu le projet à mes parents et j'ai dû un petit peu forcer pour y aller. Donc, ils m'ont laissé partir aux États-Unis. Et très vite, je me suis retrouvé dans une high school aux États-Unis qui était spécialisée quand même dans les élèves internationaux. Donc, avec Comment s'appelle cette high Renaissance. C'était Renaissance Academy. Alors, je sais pas si ça existe toujours, mais c'était Renaissance Academy et c'était un programme spécifiquement pour les élèves internationaux pour apprendre l'anglais et apprendre à étudier en anglais surtout. Okay, d'accord. Parce que parler anglais et faire des études en anglais, c'est quand même deux choses. Et ça se fait, ça se fait. ça se fait, ça se fait. Surtout à l'âge où tu pars quoi, t'as 18 ans là. Ouais, 17, je vais sur mes 18 ans. Ouais. Donc je pars aux États-Unis et là-bas très vite parce que l'anglais, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours plu. Donc, c'est toujours plus facile d'apprendre quelque chose quand on a une petite passion. C'est ça. Moi, j'allais te demander, est-ce que tu forces un peu pour partir, mais tu as envie de partir pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire aux États-Unis? Pourquoi tu te dis, c'est là que je dois y aller? Alors, pour revenir sur ce que je disais, avec mes frères, on regardait pas mal de basket à la télé, on regardait la NBA et ça a toujours été un rêve pour eux, c'est de se dire on aurait pu jouer à ce niveau-là, ça aurait été un rêve pour n'importe qui.
Et on se retrouvait à regarder des matchs de NCAA le soir avec mes grands frères, enfin mon grand frère Julien en particulier. Et je lui ai dit, alors sous fond de blague, mais avec quand même un petit peu d'espoir et de sérieux, c'est je serais parmi ces gars-là, Ah ouais. mais je n'avais aucune idée de comment Ouais. le faire. Donc Ouais. quand l'opportunité s'est présentée de partir aux États-Unis, c'était ok, ça c'est ma chance Mhm. de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc je Mhm. suis parti aux États-Unis et même si ça a été très difficile, on s'est donné les moyens d'y arriver. Mhm. Alors, tu arrives aux États-Unis, tu découvres un nouveau pays, certes, mais une nouvelle façon de jouer au basket et de voir le basket. Ton intégration là-bas, comment tu arrives à rester focus et à prendre ce qu'on te donne pour performer, continuer et développer ton jeu? Ça c'est une mentalité qu'il faut avoir et que tu peux développer sur place aussi, mais grosse inconnue. J'arrive aux États-Unis en tant qu'étranger dans un circuit qui est très saturé. Il y a énormément de jeunes Américains qui se battent tout le Tellement temps, tout le temps. compétitivité. Ils se battent pour quelques places. On te dit que statistiquement, il y a que 2% des joueurs qui arrivent à devenir professionnels. Mhm. Et on te lance un petit peu comme ça là dans l'arène avec tous ces jeunes talentueux, parce qu'il y a énormément de talents aux États-Unis qui, depuis encore plus jeunes que moi, dès le berceau, sont coachés et entraînés par leurs parents, par des Mhm. coachs perso. Enfin, c'est une industrie, hein. Ouais. Ouais. C'est compliqué d'arriver de se faire sa place. Et toi, tu arrives à te faire ta place. Parce que tu as cette mentalité de let's get it. Oui, Pas oui. tout de suite, pas tout de Ok. suite parce qu'en arrivant quand même, on est starstruck. On va dire, on est un peu submergé par les États-Unis. C'est un pays, tout est plus grand, tout va plus vite. C'est des Mhm. gros moyens, c'est des grandes salles. Même les petites universités, c'est à fond dans le sport, c'est entraînement tous les jours, dès le plus jeune âge. Mhm. Et tu te retrouves contre beaucoup d'adversité. Et il faut se faire sa place. Donc, au début, c'est pas toujours simple. On te connaît pas, on sait pas d'où tu viens. Il faut faire ses preuves dès les premiers entraînements, dès les premiers matchs. Ouais. J'ai réussi à faire ça quand même parce que, on en a évoqué, j'avais fait un petit poussée de croissance. Donc, j'effleurais déjà les 2 mètres Ouais. avec quelques skills de joueur extérieur. Donc, C'est ça. c'est ça qui a attiré pas mal de coachs en se disant que j'avais un potentiel et on m'a fait confiance, on m'a fait travailler. Ils ont vu que je me suis tout de suite mis dans le bain américain, c'est-à-dire Ouais. travail, très sérieux, très à Ouais. fond dans le basket, parce qu'au final, j'étais aux États-Unis pour le basket. Mhm. Donc, c'est ce qui passe en priorité. Mhm. Donc, tu es allé aux États-Unis, tu es à Renaissance High School. Mhm. Mais je sais que tu es passé aussi par des académies comme Middlebrooks. Voilà. T'as la cathédrale aussi, non? Non, La cathédrale. non, j'ai pas fait cathédrale. J'ai fait Renaissance Academy et alors ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et après ce cursus-là, comme je te disais, comme je suis un nouveau joueur sur le circuit, on me connaît pas, personne ne me suit, personne ne me recrute. Oui. Donc, j'ai pas encore fait ma place. Et après cette année de high school où j'obtiens Ouais. mon bac en anglais, pour le Oui. coup, Ton SAT. SAT, je dois y aller, je dois partir pour l'université. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a aucune université qui me recrute. Et les jeunes qui sont dans ce cas-là se retrouvent à aller en prep school. Donc, Ouais. prep school, c'est un niveau intermédiaire qui est entre le lycée et l'université. Donc, Prep school, niveau intermédiaire entre lycée et université. voilà. Donc, ta prep school Je pour te suis en prep permettre de school. peut-être ensuite intégrer Voilà. l'université. Et en prep school, c'est 2 ans maximum. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en prep school parce que j'ai pas vraiment le choix. Et je me retrouve à Middlebrooks Academy, toujours à Los Angeles. Et, euh, et je me rends compte qu'il y a encore une autre facette, c'est que tous ceux qui n'ont pas réussi en sortant de lycée se retrouvent en prep school. Ils ont encore plus les crocs. Ils se battent encore plus. C'est Yeah. vraiment un monde de chiens Ok. où tout le monde essaye de se battre pour l'os, ce qui reste les dernières places pour pouvoir aller à Mhm. l'université. Donc là, c'est focus encore plus sur le basket parce que tu t'as pas vraiment scolairement beaucoup de choses à préparer. Même si c'est une école préparatoire, tu prépares l'université, mais tu es vraiment concentré sur la partie basket pour avoir le niveau justement Ok. d'aller en université. D'accord. Ok. Effectivement, cette histoire de prep school, je ne connais pas parce que moi, je suis à l'université. Mais c'est bien qu'il y ait ce chemin. Moi, je vais te poser comme question en tant qu'humain à Los Angeles, comment tu étais? Comment tu te sentais?
C'est quoi Alors, peut-être ne rentre pas dans les détails, y a pas de souci. Oui, si, il faut. Ton ressenti de la ville. J'ai peur de casser le rêve américain pour les gens qui vont regarder cet épisode-là, mais il y a plusieurs. Enfin, je pense que de nos jours, tout le monde a Internet, tout le monde sait. Il y a plusieurs facettes de Los Angeles. Il y a le Los Angeles où tu y vas en vacances. Ouais. Et voilà, Les grands palmiers, les voilà, plages, je laisserai Hollywood, le ciel bleu. tout le monde se faire son avis en y allant. C'est très joli. Et puis, il y a la vie à Los Angeles, spécifiquement à downtown. Ouais, puis Down, t'as fréquenté downtown, toi, ouais. j'ai vécu à downtown. T'as vécu à J'ai downtown. vécu à downtown, j'ai vécu à downtown tout seul à un moment. J'ai dit downtown, c'est la facette de Los Angeles qu'on cache, Mm. qu'on veut pas montrer, sinon personne ne viendrait là. Mais c'est pas un endroit où tu vas si tu vas visiter Los Angeles. Tu peux traverser vite fait et te rendre compte un peu de ce qui se passe là, du contraste entre le Los Angeles d'Hollywood et le Los Angeles de downtown. Du vrai de Los Angeles. Un moment fort dans ta carrière, je pense, qui arrive et dont j'aimerais m'étaler, c'est la signature à Utah State. Ah, on n'y est De pas encore. Aggies. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que comme je t'ai dit, c'est un parcours semé d'embûches. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis pas dit ça y est, j'y suis. Je me suis dit en fait, ça y est, on me donne la chance de rentrer dans le circuit. Donc la première année en high school, c'est ce que j'essaie de faire. Ça se passe pas comme on veut. Je n'y arrive pas. On n'a pas d'université qui s'intéresse à moi. Donc je vais en prep school justement dans le but d'avoir une université. Donc prep school, je donne tout. Je suis focalisé sur le basket. Donc, c'est tous les jours, musculation, basket. Session optionnelle de muscu, session optionnelle de basket, des fois 19, 20 heures. Après la journée, on y allait. C'est pas, il y a rien de secret. Je n'étais pas seul, hein. C'est à ce moment-là, il y a quand même deux, trois camarades qui sont dans la même situation que moi. Comme qui? Comme Nico Troplan, qui était avec moi à ce moment-là. On a fait un petit moment avec Babas. Okay. C'est de là que je rencontre Babas aussi. Et on était plusieurs dans cette situation-là, à Middlebrooks et à Cathédrale, parce que du coup c'est une prep school et une high school. Donc il y en a certains qui étaient en high school, il y en a certains qui étaient en prep school. Ouais. Moi je me suis retrouvé en prep school parce que j'avais terminé la high school. Et euh, et du coup on fait le championnat de prep school, qui est un championnat en parallèle de ce qui se fait en université ou en high school. Ouais, contre d'autres prep schools. Contre d'autres prep schools. Ouais. Et tout le monde a le même but, essayer de décrocher une bourse pour pouvoir aller à l'université. Il faut qu'on sache que ça coûte très cher, les études aux États-Unis. Ouais, ouais. Donc, si tu as la chance de faire du sport et que tu es tu travailles assez dur, que tu es assez talentueux pour obtenir une bourse, tu peux faire toute ton université comme nous on l'a fait, gratuitement. Et c'est le seul objectif qu'on a à ce moment-là. Malheureusement, après la prep school, je me retrouve avec des propositions pour des bourses partielles. C'est-à-dire, il faut quand même que je paye 60, 70%, ce qui est déjà beaucoup trop. À ce moment-là, il me reste plus rien du tout. Ouais. Mon visa expire. Je suis aux États-Unis sans papier, on va dire, entre guillemets. J'ai 90 jours pour quitter le territoire. Et je n'ai toujours pas d'université, je n'ai rien. Donc, à ce moment-là, je me tourne encore vers une autre facette que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est les tournois AAU, tournois de vacances. Donc, pour encore les derniers qui n'ont pas encore leur université, qui n'ont pas leur bourse. Donc, c'est encore une autre adversité. Les gars qui sont vraiment sur leur dernière chance. Donc, à ce moment-là, je m'inscris à tous les tournois. Je joue pour n'importe qui. Je me retrouve même à me déplacer, prendre le train, prendre le bus pour aller dans des gymnases, juste parce que j'ai vu un flyer et arriver au gymnase et dire, OK, moi, je veux jouer. On te donne un numéro. Alors, c'est des numéros, il y a énormément de joueurs. Donc, tu te retrouves avec un maillot, il y a écrit 360 dessus. On t'envoie dans des équipes avec des gars que t'as jamais vus, des gars qui coachent volontairement. Et le but du jeu, c'est de montrer tout ce que tu sais faire le plus rapidement possible sur le terrain. Ouais. Environnement super stressant. Beaucoup de jeunes dans ton cas qui essayent de donner à fond tout ce qu'ils ont, avec des coachs assis dans les tribunes, qui notent, qui regardent, qui filment. Et j'ai fait ça pendant tout un été. Attends, mais hey, You de ce sens-là, moi je connais pas du tout. Tu vas dans un truc, tu
tu sign up et on te met dans une équipe. Donc, t'as jamais joué avec les gars. Jamais. Je Il y a ne pas de connais système pas. de Il n'y a pas de système. jouer, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il y a les AAU structurés. J'ai participé à ça aussi. J'ai eu la chance de faire les AAU structurés où il y a des équipes qui sont mises en place par des grands noms. Hein. Des fois, c'est des anciens joueurs NBA. Ouais. J'ai eu la chance de jouer pour Kenny Smith, Kenny the Jet Smith, qui commente les matchs NBA que tout le monde connaît sur TNT. Voilà. Il a été mon coach chez AAU pendant un bon moment. Lui aussi, il croyait en moi. Et il nous a emmené faire des tournois à travers tous les États-Unis. Ouais. Et malgré ça, parce que c'est des tournois où tu retrouves beaucoup de talents, des gars qui sont NBA maintenant, hein. Et on n'a pas forcément un œil pour toi, le nouveau, qui se perd un peu dans la masse de tout ce talent-là. Donc il faut trouver sa place, il faut continuer à se battre. Et comme je te dis, j'ai pris le train, j'ai pris le bus. Et j'ai joué dans des tournois où on mettait juste des équipes comme ça pour voir s'il y avait encore des talents qui se perdaient un petit peu. Et c'est là où je rencontre Coach Wilson. Coach Wilson qui donne un tournoi à ma carrière. C'est à lui que je dois tout mon cursus universitaire. Je me retrouve dans un gymnase. Je sais même plus où, vers Long Beach. C'est comme ça. Je sais même plus où j'étais. Je me retrouve dans un gymnase et je fais un des derniers tournois où vraiment je me donne à fond. Et après le tournoi, il y a deux gars qui viennent me voir et qui sont les assistants de Coach Wilson qui sont là pour recruter des jeunes talents pour aller en division 2. Donc NCAA D2. Pour mettre en perspective, moi je ne connais pas du tout le niveau de la différence de ce qu'il y a entre D1, D2, D3 parce qu'il y a 3 divisions NCAA. Ouais. Et les gars me disent ouais, tu nous intéresses, qui te recrute? C'est toujours la question piège. Et vu que personne ne me recrutait, c'est un peu un red flag pour eux. C'est ok, si personne ne veut ce gars-là, c'est quoi le problème? Et donc, qu'est-ce que tu as dit? Je leur explique que personne ne me recrute parce que moi, je suis un jeune Caribéen, French Caribbean. Je dis, je viens de la Martinique et je suis là depuis peu. Et donc, je suis venu faire mes preuves. Donc, ils appellent tout de suite Coach Wilson. Ils disent, voilà, on a un talent, on veut que tu le vois. Ouais. Et Coach Wilson, la semaine d'après, me prend un billet d'avion pour que je vienne à Adams States. Adams States en division 2 dans le Colorado. Mm-hmm. Donc je me retrouve là-bas et le grand test. Je pensais que ça y est, on me donne ma chance, mais en fait non, le grand test c'est là. Je me retrouve à Adams State. Il faut savoir la particularité de Adams State, il y a beaucoup d'athlètes de track, donc tout ce qui est athlétisme, qui vont s'entraîner, des professionnels, des champions olympiques, qui vont s'entraîner là-bas parce que c'est en altitude, c'est très haut. Okay, c'est à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a peu d'oxygène là-haut. C'est dans la montagne. Fait que, il faut avoir les poumons solides. Et je te dis, je suis à Los Angeles au niveau de la mer. Donc, toute ma vie, j'ai été au bord de la mer. Je viens de la Martinique. Donc je me retrouve à Adams State et donc, ils ont fait tout un show. Là, je m'en rappellerai toujours. Il y avait les assistants quand j'étais sur le côté avec des petites bouteilles d'eau dans leurs mains à attendre que je m'évanouisse ou je sais pas quoi. Et j'ai fait toutes sortes de tests, courir autour des plots, toutes sortes de tests physiques et tout devant toute l'équipe. Donc, c'est encore un autre challenge. Les gars sont assis et tout le monde est en train de t'analyser. Et toi, t'es tout seul sur le terrain avec le coach et il te fait shooter, il te fait dribbler, il te fait courir, il te fait défendre. Attends, devant l'équipe? Donc, tes gars, ils sont assis là. Ils sont assis là, ouais. T'as les coachs avec leur bouteille d'eau et toi, t'es là en train de prouver que t'as le niveau. God damn. Ouais, c'est... Resume. Mais à ce moment-là, je suis tellement content que quelqu'un m'ait donné ma chance que ça passe crème, en fait. Je ressens à peine la fatigue. Alors, je sens l'altitude. Mais à chaque fois que je suis sur le point de m'arrêter, il me passe une bouteille d'eau. Allez, on reprend. Et derrière ça, il me dit, bon, ben maintenant, on va faire une situation de match avec l'équipe. Tu vas jouer avec eux. Et puis, on a fait 2-3 matchs et ça lui a plu ce que j'ai montré. D'accord. Voilà. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore à quoi? Parce que, ça maintenant. Parce qu'une autre problématique, c'est que, à ce moment-là, il est tard dans la saison, c'est déjà l'été. Et je me retrouve dans le bureau avec Coach Wilson, hein, mon gars Coach Wilson, qui me parle de lui faire confiance et qui m'explique qu'en fait, l'équipe est déjà faite. Attends, donc c'est ton fait venir et ils savent que tu n'allais pas. En fait, ils voulaient te voir toi, en fait. Oui, ce qu'il m'a proposé, c'est voilà, une bourse partielle où je prends en charge 60% des frais de scolarité et eux, ils me donnent ce qui reste parce que comme les contrats étaient déjà signés, il y avait plus de fonds pour faire un autre contrat. Ouais. Donc, je lui explique que moi, j'ai plus rien. J'ai tout ce que j'avais comme économie, tout ce que mes parents avaient, on a tout mis dans ce projet. Et ça fait déjà 2 ans que je suis là. Ouais. Et on n'a plus rien.
Donc, je lui explique que si la bourse n'est pas complète, si c'est pas un full ride, je peux même pas, en fait, je peux pas espérer et que mon visa a déjà expiré. C'est-à-dire que quand j'ai fini avec lui là, je dois prendre un avion, rentrer en Martinique avant qu'on m'attrape et que je sois fiché. Oh mon Donc, Dieu. je lui explique la situation et c'est là où il me propose une alternative et il m'envoie en JUCO. Alors, JUCO, c'est abréviation de Junior College. Encore quelque chose dont j'ai jamais entendu parler. Il m'a dit, je t'envoie en JUCO. Ce sera tout frais payé. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je signe. Je veux pas savoir c'est où, je veux pas savoir c'est quel niveau. C'est full ride. On me donne une chance encore de rester ici et de continuer dans le basket. Donc, donc je lui fais confiance et il me dit, donc tu fais un an en JUCO. Tu continues à te développer physiquement et au niveau basket. Tu commences les études universitaires parce que tu commences ta licence au Oui, oui, JUCO. je trouve ça, ouais, ouais. Et c'est un premier pas vers l'université. Et un an plus tard, je viens avec lui à Adams State, en division 2. D'accord. Alors attends, JUCO, t'as dit, on a parlé de la prep school et de JUCO. Donc, où se situe JUCO à côté de prep school? Alors, JUCO, c'est l'entrée à l'université, sauf C'est que l'entrée à l'université. voilà, le JUCO se fait sur 2 ans et l'université se fait sur 4 ans. Ouais. Tous les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer en université sur un cursus de 4 ans Oui. partent en JUCO. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour le niveau basket qui n'ont peut-être pas. Ouais. Et surtout, la plupart des basketteurs qui se retrouvent en JUCO, c'est par rapport soit au comportement, soit aux notes à l'école Ouais. académique. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. encore une nouvelle adversité, un nouveau challenge pour moi. Je me retrouve en JUCO avec des jeunes qui ont plus que le niveau pour jouer en première division. Et beaucoup de joueurs NBA sont passés par le cursus de JUCO. On ne sait pas, mais des gars comme Jimmy Butler, par exemple, Ouais. a fait JUCO. Mais pourquoi? Ils étaient forts. C'était un peu... Basket, au Oui, basket. bien sûr, mais bien sûr. Et du coup, tu te rends compte très vite qu'en JUCO, c'est plus des enfants. C'est des gars qui n'ont rien à faire là, mais qui sont par rapport à un manque de sérieux à l'école. Ouais. Et ou un manque de capacité, ça peut arriver aussi, mais c'est souvent un manque de sérieux parce qu'ils se disent très jeunes, comme ils ont le talent suffisant pour arriver au plus haut niveau, Ouais. l'école passe en second plan et ça leur fait défaut. Les notes tombent et il faut savoir que à l'université, tu dois avoir une certaine moyenne à l'école pour être autorisé à participer aux compétitions. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc si Et tu... tu sais, beaucoup de personnes se disent, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est vrai. C'est vrai. Il y a des personnes qui me le disent, c'est vrai. C'est Moi, je suis vrai. là, j'ai eu le temps d'avoir encore des mauvaises notes. Et tu sais comment c'est chaud. Ah oui, moi, là, quand tu veux bien inscrire, relaxation, tu joues pas, en fait. C'est clair et net, tu vois. Mais oui, clairement. Tu n'as même pas le droit de participer à la compétition si tu as pas... Ouais, ouais, Je sais c'est plus ça. c'est quelle note. C'est 3.0? Ouais, moi, ouais. 2.0. Non, non, Non? c'était plus 3, que 2.0 Ouais, ouais, GPA. Si ouais. t'as pas une moyenne de 3 au Ouais. moins, tu peux pas jouer. 2.7, 2.6, Ça c'est pas passe bon. pas. Tu vois. Ok. Donc, Donc tes années en JUCO sont bien finalement parce que alors, est-ce qu'on arrive enfin à Utah State encore? on y touche, on y touche. Alors en JUCO, il faut savoir que j'arrive en JUCO dans le Wyoming. Donc, ceux qui savent pas où c'est le Wyoming, allez voir. Je ne savais pas. J'ai pris l'avion sans savoir où l'avion allait atterrir. Et je suis arrivé dans le Wyoming et encore un choc culturel parce que les États-Unis, c'est tellement diversifié. Mhm. En fonction de l'état où tu te trouves, c'est des cultures différentes, Ouais. t'as l'impression que t'es dans un autre pays. Donc, j'arrive chez les cowboys dans le JUCO. Donc c'est vraiment les cowboys. Vraiment les cowboys. Il y avait une arène. Je suis allé aux événements parce qu'il y a un cursus universitaire avec des rodéos et toutes sortes de choses, hein. Donc, Et leur logo même à Wyoming University. alors ouais, Wyoming, c'est un cowboy pour, en D1. Si je me fie, c'est bien, c'est jaune et marron. C'est jaune et marron. C'est pas joli du tout. Mais du coup, je me retrouve à Laramie County Community College à Cheyenne, Wyoming, où je ne fais que 1 an parce que j'arrive là-bas et tout de suite, je suis toujours dans la mentalité de je suis pas encore arrivé où je dois être. Donc, Ouais. ce qui m'a préparé à ça, c'est AAU, Prep School. Je suis sur le terrain et je dois tuer tout ce qui se trouve en face de moi parce qu'il y a peut-être qu'une seule place. Et à chaque moment sur le terrain, il y a entre 20 sur des équipes. Des fois, il y a 15 gars dans une équipe. Donc, tu peux avoir entre 20 et 30 gars au même moment dans le gymnase. Et il y a peut-être 1 ou 2 places juste pour ce match-là. Donc, on se retrouve avec encore énormément de jeunes qui se battent pour arriver à l'université et très peu vont y arriver. Donc,
j'ai la chance d'avoir la taille, les skills et les coachs qui me font confiance pour tout de suite, dès ma première année, me mettre dans le 5 de départ, de me donner les clés, de me mettre en confiance. Ouais. Et je me retrouve avec beaucoup de sollicitations et de courriers d'équipes de première division, donc NCAA D1. Ouais. Ouais. Donc, Donc, tu passes un moment tu sors de Roots Academy, rien. Tu sors de prep school, pas grand-chose non plus. Là, tu arrives en JUCO où on te donne l'opportunité de te montrer et de faire le taf. Là, tu attires l'attention à des universités division 1. Division 1 cette fois, ouais. Et il faut savoir que le championnat de JUCO est beaucoup plus surveillé par les recruteurs, les scouts. Parce qu'ils savent qu'il y a du talent, c'est juste des gamins qui ont fait des erreurs au niveau de l'école. Ouais. Donc ils savent que c'est là qu'il faut venir chercher le talent. Donc tous les tournois de JUCO, il y avait toujours beaucoup de coachs qui venaient nous voir. Ça arrivait qu'ils venaient aux entraînements. Et la particularité, je sais pas si c'est comme ça dans tous les JUCO, mais je pense que c'est un élan pour motiver et créer encore plus de compétition. On avait les vestiaires à l'américaine avec les casiers en métal, avec les petites fenêtres, les petites persiennes en haut. Tous les lundis avant l'entraînement, le coach passait et il glissait les courriers. Parce que tu n'as pas d'adresse, tu habites dans l'université. Ouais. Tous les courriers qui te sont adressés à l'université. Donc tous les lundis, quand on arrive à l'entraînement, dans ton casier, tous les courriers étaient glissés, coincés dans la persienne. Ouais. Et quand j'arrivais devant mon casier, ça a été glissé. La persienne était pleine, t'avais un petit stack de courriers au périté. Oh, shit. Et tout le monde avait, voilà, les universités qui s'intéressaient à eux, qui te laissent savoir, OK, on te regarde, on te surveille. Ouais. Voici ce qu'on fait chez nous, un petit prospectus, ils t'invitent à des événements, des trucs comme ça. Pour te dire, on te surveille, pour essayer de te faire venir chez eux. Ouais. Et alors, dis-nous, quelle université tu avais dans ces lèvres? De mémoire comme ça, je sais que j'avais Middle Tennessee State, j'avais Hawaii, à un moment, il y a Wichita State qui m'a envoyé des courriers. J'avais UC Davis, pour ceux qui sont un peu plus à West Coast. J'avais Cal Poly. Big West also. Big West, il y avait pas mal d'écoles. Hawaii aussi, c'est Big West. Et t'es allé à Hawaii? T'es fou! J'ai une anecdote sur Hawaii aussi. J'ai une anecdote sur Hawaii. T'es pas allé à Hawaii? Pour Utah State. Imagine. La montagne ou la plage. Mais c'est fou ça. Alors, il faut savoir que avec mon coach Wilson là que j'ai mentionné plusieurs fois déjà, le deal c'est je t'envoie en JUCO, donc entre guillemets je te sauve la vie, tu auras un nouveau visa, une nouvelle école, tu vas participer à une ligue de JUCO en première division, c'était région 9, première division de JUCO, avec un très bon niveau, beaucoup d'écoles qui recrutent, comme la preuve comment j'ai été sollicité. Et le deal c'est je signe quand même avec lui en D2. Donc, il m'appelle en très, très, très début d'année, là, dès le commencement, dès que j'ai commencé à avoir les sollicitations des D1. Il m'appelle, il me dit, on a un contrat, tu m'as donné ta parole, je t'ai donné ma parole, j'ai fait ma part du boulot, je t'envoie le contrat, tu signes en D2. Ah! Ok, pardon. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit coach, j'ai beaucoup de D1 qui me regardent, je peux pas signer en D2. Si j'ai possibilité de faire D1, il faut que je fasse D1. Et on avait parlé de l'éventualité où lui aurait quitté son job pour prendre un job dans une D1. Donc je lui ai dit voici les nouveaux termes, en gros. Tu trouves un job en D1, peu importe l'université, ça peut être la plus nulle université de D1 dans la ville la plus nulle des États-Unis, je viens avec toi, c'est le deal. Ouais. Et j'oublie toutes les universités qui me font de l'œil un peu là. Donc ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit OK. Mais il avait déjà des propositions et il prend un job d'assistant coach à Utah State. Donc, il m'appelle tout de suite et je lui dis, écoute, le deal, c'est le deal. Moi, je signe avec aucune autre université. Et je finis mon cursus en JUCO. Okay. À la fin de mon année JUCO, je leur explique que je dois partir pour plusieurs raisons. D'une, je dois rejoindre mon assistant coach, enfin, mon coach qui est devenu assistant coach pour moi à Utah State. Ouais. Et aussi du fait que je ne savais pas à l'époque, en sortant, après avoir eu son bac, on a 2 ans pour intégrer l'université. Si on dépasse ces 2 ans-là, on perd des années d'éligibilité pour la NCAA. Ouais. Donc,
techniquement, j'ai fait prep school et high school. Techniquement, j'ai fait prep school une année, j'ai fait une année de high school. Ouais. Le problème, c'est que moi, avant de partir, j'ai passé mon bac en France. Ouais. Donc, D'accord. donc ce que j'ai fait après le bac compte comme 2 années, Ah, plus mon année de JUCO. donc, C'est, tu as déjà donc, 2 années en moins, là. donc on m'explique qu'en fait, là, la NCA refuse de me rendre cette année-là Ouais. et qu'il me reste en gros 3 ans d'université. Ouais. Donc, si je reste et que je serai obligé de faire une année de redshirt, ça s'appelle redshirt, ça veut dire que tu participes, tu es à l'université, tu as ta bourse, tu peux t'entraîner, musculation et toutes sortes d'entraînements, tout ce qui, tu fais partie du programme, tu n'as juste pas le droit de participer aux compétitions officielles. Donc, tout ce qui est match, c'est mort. Ouais. Donc, Et ça, c'est un système pour un peu réguler voilà les échanges un peu. les échanges internationaux. Exactement. Donc, redshirt, mais tu es quand même toujours à l'école scolarisée. Voilà, C'est juste tout que à fait. cette année-là, tu peux pas jouer. Mhm. Ouais. Donc, comme je sais que j'ai une année de redshirt à faire, si je fais mes 2 ans en JUCO et qu'ensuite je pars, je serai obligé de faire mon année de redshirt en tant que junior. C'est-à-dire qu'il me reste une seule année, ce sera mon année senior. Ça, les coachs n'ont pas envie de signer un gars pour une seule année, sa dernière année. Ouais. Donc, Ouais. donc je quitte le JUCO un an avant, ce qui était déjà prévu avec coach Wilson, pour venir à Utah State. Et je me dis à ce moment-là, ça y est, il a signé. Et dans ma tête, le contrat est fait. Je vais signer, je suis à Utah State. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Toujours pas. Putain, J'ai fait mes preuves. J'ai dû faire mes preuves à chaque moment de ma carrière. Et là, je dois retourner faire mes preuves à l'université en visite officielle. Donc, c'est pas encore acquis. Il faut que j'arrive à convaincre le coach, le head coach, que je fais l'affaire pour son équipe. Ouais. Et c'est un double pari parce que c'est un pari pour moi de me faire intégrer dans une université de première division. Et c'est un pari pour le coach aussi qui, sa première recrue en arrivant en tant que nouveau coach, c'est voilà, j'ai un gars là, il fait l'affaire. Donc il m'appelle et me dit énormément. Il me dit là, je t'ai pris un billet d'avion, tu arrives mardi. Le mardi. Il faut que tu performes. Il faut que tu sois à fond mardi. Tu sors de l'avion, on va à l'entraînement direct. Il faut que tu écrases tout. Donc j'arrive le mardi à Utah State et ça s'est très bien passé. J'ai dû m'entraîner face à Jalen Moore. Donc pour ceux qui savent, Jalen Moore, c'était la star de l'université, c'est la star depuis qu'il était tout jeune. Hein. C'est un gars de la ville qui a fait tout son cursus là-bas Ouais. et qui était la star de l'équipe quand je suis arrivé. Donc un poste 3 depuis 2 mètres, qui shoot, qui dribble, qui a été drafté en NBA par Milwaukee et qui a dû mettre fin à sa carrière pour des raisons personnelles juste après, mais pour vous dire que c'est un talent NBA à qui je me suis frotté pour justement faire mes preuves et intégrer l'équipe. Et j'ai réussi à faire ça, donc j'arrive à Utah State. Yes. Alors, là, tu as Utah State. On va développer sur Utah State, mais quelles sont les compétences et tes skills que tu mets en avant, toi, Alexis, pour performer? C'est quoi, voilà, peut-être c'est la question aussi de ton style de jeu. Qu'est-ce que tu montres sur le terrain pour dire que moi, je sais jouer au basket? Alors, j'arrive en tant que poste 3 à l'université, donc je me retrouve face à Jalen Moore, qui est un très bon ami, hein, on est toujours en contact, et sauf que lui, c'est la star, c'est un poste 3, il saute, il dunk, il shoot, 2 points, 3 points, il dribble, il sait tout faire. Et je dois un peu émuler ça parce que je suis son backup. Donc tout ce qu'il fait, je dois être capable de le faire. Donc j'arrive à Utah State et je montre que je suis capable de faire tout ça. Je suis capable de shooter, je suis capable de dribbler, je suis capable de faire tout ce qu'il sait faire en fait. J'ai une dimension athlétique Ouais. qui plaît beaucoup au coach. Donc ça court beaucoup, ça saute beaucoup. Et surtout, le point d'honneur pour réussir à l'université, et c'est ce que j'ai montré, c'est la défense. Donc j'arrive en tant que gars qui n'est pas forcément le meilleur shooter ou le meilleur à quoi que ce soit sur le terrain, Ouais. mais en tout cas qui défend très dur. Donc quand tu as un gars qui est plutôt bon all around, Ouais. qui est complet et qui défend, et qui fait 2 mètres en même temps, ça aide beaucoup dans le championnat universitaire de D1 où c'était très athlétique, hein, pour n'en citer qu'un. Bon, tu étais à UNLV, Ouais, moi, Derek Jones, quand on rencontrait Derek Jones, oui. voilà, il faut des gars qui sont capables Ouais.
C'est au tout. moins de le gêner. Mais en fait, c'est ça un peu finalement le jeu américain aussi, quoi. C'est Universitaire. universitaire. Mais en NBA aussi, hein, finalement. Mais c'est Mm. autre chose, mais enfin, je pense. Mais ouais, à l'université, quand nous, on est à l'université aux États-Unis, et quand les jeunes sont à l'université en France, je pense que c'est pas le même basket. Et nous, on est beaucoup sur l'athlétisme. Mhm. Et aux Antilles aussi, on est athlétique, tu vois. Ouais. Ouais, Ouais, tu parles. Martinique, c'est ça notre truc, c'est qu'on est des joueuses athlétiques. Donc finalement, je trouve que ce jeu correspond bien à cette facette du jeu américain aussi, tu vois. Exactement. Et l'université, voilà, on arrive dans un niveau où les gars sont encore plus grands, plus rapides, plus costauds. Plus costaud. Et il faut être capable de tenir le coup. Donc, Et c'est notre dalle aussi. ah Parce que oui, là, bien sûr. le prochain niveau après, c'est la NBA. C'est Voilà. vraiment pro, Et quoi. c'est là où peut-être moi, je me suis un petit peu, je veux dire, j'ai changé un petit peu de vitesse parce que pour moi, d'arriver à NCAA en partant de la Martinique, avec le parcours que j'ai fait, avec tout ce que j'ai dû endurer Ouais, c'est en ça. arrivant aux États-Unis, même avant de partir, et de Mhm. voir de la petite île de laquelle on vient, et d'être à la télé sur ESPN. Pour moi, j'avais réussi. Mhm. Moi, je dis, c'était mon seul objectif. J'ai dit à mon frère, là, un jour, je serai là, et Mhm. j'y suis. Donc, inconsciemment, tu travailles aussi dur parce que tu es dans un moule où tu as pas le choix. On est tous en train d'avancer dans la même direction. Donc tu travailles malgré toi, mais c'est comme si je suis sur mon petit nuage. J'arrive, il y a 7-8 000 personnes dans la salle au minimum tous les soirs. Tout le monde me connaît dans l'université. 7 000 8 000 personnes. Tu es Ok? sur tous les flyers. 8 000 personnes qui te regardent jouer tous les soirs. Ouais, Tu prends l'avion pour tous tes déplacements. ouais. Quand tu arrives dans ton vestiaire, tout est rangé, il y a ton maillot, il y a des chaussettes neuves, les États-Unis, c'est vraiment, Ouais. vraiment une autre dimension au niveau du sport. Et alors, ça t'a plu alors? Incroyable, C'est- incroyable. Quelle est la meilleure salle, la best salle où tu as joué? Dans le Mountain West. Parce que du coup, Utah State et UNLV, moi je suis pas à UNLV à Las Vegas, je suis à Utah State, mais c'est la même conférence, le même Hmm. championnat qui s'appelle Mountain West. Donc, les salles où tu as joué, j'ai joué aussi. Quelle salle tu as aimé? Alors, honnêtement, il y a énormément de salles qui sont incroyables, mais ce qui fait la différence, c'est souvent le public. Et Ouais. jusqu'à maintenant, quand je vois passer sur Internet, ils font des petits classements des meilleurs publics. Ouais, Il ouais, faut savoir que Utah State a une culture du basket ouais. qui est nationalement connue dans tous les États-Unis. Mhm. Tu sais que si tu viens jouer à Utah State, la salle sera pleine. Mhm. Elle sera pleine aux 3 quarts d'étudiants. D'accord. Et c'est pas des gens qui viennent voir un match avec le petit cornet de pistache. Et puis, ils applaudissent de temps en temps quand il y a une action. C'est Du début à la fin. du début à la fin, les gars sont debout. Ils Ouais. sont habillés, ils font des t-shirts, ils sont torse nu, ils sont déguisés. Ouais. Et au lancer franc, ça chante. Il y a des chorégraphies. Il y a, franchement, Utah State. Ok. C'est pas parce que j'ai joué là-bas, mais tout le monde le dit. Utah State, c'est vraiment une ambiance incroyable. Et personnellement, je sais que Colorado State, c'était vraiment pas mal aussi. T'étais bien à Mountain West. J'étais dans le Ok. Mountain West, donc on avait Colorado State. Colorado Colorado State. State, c'est une Ouais. plus petite salle Ouais. Ouais. et le public est plus proche et tu les entends. Ouais. Et les Américains aiment chambrer. Ils font leur recherche sur toi avant le match. Et j'avoue que c'est incroyable. UNLV, on est à Las Vegas, salle incroyable. Ouais. Je note quand même une différence entre un match de saison régulière à UNLV et les tournois de conférence. Il faut savoir que les tournois de conférence se faisaient à UNLV. Donc, t'as tout le monde qui vient. Donc, le tournoi de Ouais. conférence de Mountain West à UNLV, c'est quelque chose. Parce C'est que différent. il y a pas seulement ton université, il y a toutes les universités qui sont au tournoi. Il y a toutes les familles, tout le public. Et c'est un show T'as la incroyable. ville aussi. Moi, j'aimais bien New Mexico. New Mexico, ah, Tu sais, il y avait le tunnel là. il y a le tunnel. New Et Mexico, c'est noir. c'est intimidant. Ouais, exactement. Et nous, je sais pas si c'est pareil pour les filles, mais ils mettaient toujours les fans collés au banc des adversaires Ah, je sais pas. avec un ancien prisonnier tatoué, avec des trucs démoniaques sur lui qui nous regardait, qui nous fixait pendant tout le match. Sérieux. C'était incroyable. Les Américains, je te jure. J'aimais bien aussi San Diego. San Diego State, San Diego State. classique. Ouais, parce que Classique. moi, j'aime bien l'ambiance un peu. C'est dark, c'est noir, tout autour, c'est noir. Et tu as Ouais. le terrain qui est éclairé. Ça, j'aimais bien, tu vois. Ok, donc tu es à Utah State. Et moi, je te suis hein, là. Si,
limite, tu me parles de Jalen Moore, mais toi aussi, finalement, tu fais ta place dans l'équipe et tu deviens un joueur majeur, là. Tu vois, je pense que peut-être que ce sont tes meilleures années, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que oui, parce que c'est difficile de comparer les années universitaires à quoi que ce soit d'autre parce que c'est vraiment un autre monde. Et j'arrive là-bas, alors je suis dans un premier temps le backup de Jalen Moore et c'est une position qui me plaît parce que voilà, on me donne ma chance d'être derrière un des meilleurs. Donc en fait, je suis dans un premier temps backup du star player, position 3, mais je me retrouve à jouer avec lui aussi en 4 parce que je suis officiellement un poste 4-3. Donc je joue 4 avec lui et je dépanne en 3, je dépanne en 4. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on a des intérieurs, des très bons intérieurs qui ont souffert de blessures plus ou moins graves assez rapidement. Ok. Donc je me retrouve à jouer 4 et à dépanner en 5 de temps en temps. Wow. Donc j'ai mon binôme qui est poste 4 aussi. Euh, il s'appelle Quinn. Et avec lui, on est deux postes 4 et il est un peu plus costaud que moi. Donc on se retrouve à alterner tous les deux en poste 4 et 5 et on n'a plus vraiment d'intérieur à proprement parler et on développe le jeu qui est maintenant le jeu de quasiment tout le monde sans vraiment un vrai pivot Ouais. au milieu de la raquette. C'est à ce moment-là que ça commence, ça. Ouais, ça devient un petit peu une mode. Nous, on se retrouve à jouer un basket très rapide où sur le terrain, t'as le poste 5 fait 2 m 3, le poste 4 fait 2 m 4, le poste 3 fait 2 m 4, Ouais. le poste 2 fait 1,95 Ouais. et on se retrouve à développer un jeu athlétique comme ça où on arrive à dominer pas mal d'équipes et, euh, et c'est comme ça que je me fais une place un peu indispensable sur le terrain parce que je suis capable de défendre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je défends de position, je fais de 3 à 5, je joue de 3 à 5 et on switch tout. Dès qu'il y a un écran, tu te retrouves, Small basketball. Non, tall basketball. ouais, tall basketball, mais Ouais. qu'avec des gars mobiles. Ouais. Donc, on se retrouve sans vraiment de points faibles sur les pick and roll et des Mais, choses comme ça. et alors, du coup, ce poste 4, c'est à Utah State que tu commences à jouer 4. Est-ce qu'en Juco et en prep school, tu étais déjà 4 un peu? En Juco, j'étais sur le terrain en quasi permanence aussi. Donc, Ouais. en Juco, je jouais officiellement poste 3, mais je dépannais en 4 et ça m'est arrivé de jouer 5 aussi. D'accord. Mais, mais plutôt à l'extérieur. À Utah State, je développe vraiment le poste 4 et on a vraiment un gros travail de rattrapage à faire pour moi parce que j'ai jamais vraiment entraîné mon jeu au poste. Mhm. Et physiquement, j'avais pas encore les outils pour vraiment me mesurer à des gars qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus puissants. Ouais. Donc, on développe un jeu de poste 4 plus fuyant où j'évite un peu les contacts, même si c'est pas quelque chose qui me dérange, mais on développe vraiment mon poste 4, euh, ma facette de poste 4 et l'année qui suit, on recrute un intérieur très très fort, Norby, mon gars slovaque. Ok, d'accord. Et, euh, et malheureusement pour lui, maladie dégénérative du genou, Ouais. ses ligaments et son cartilage ne se remet pas des blessures qu'il a eues. Ok. Donc, la Ligue décide qu'il n'est plus apte à jouer. Ok. Donc, on se retrouve sans poste 5. Son backup fait une hernie discale, opération de la colonne. Et on se retrouve dans la même situation que l'année d'avant. Donc, je suis poste 4-5. Et on oublie un petit peu les positions extérieures qui sont laissées à d'autres gars qui nous aident un peu, qui ont été recrutés spécifiquement pour ça. Donc, Ouais. voilà, on développe poste 4 à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce que tu as fait à Utah? Est-ce que vous gagnez des matchs? Est-ce que vous êtes performant? Alors, on gagne des matchs. On gagne des matchs. On va dire que notre coach, malgré lui, s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait pas forcément prévue au début avec toutes les blessures et tout ce qui s'est passé. Donc, on essaie de remodeler l'équipe pendant toute la saison. Et malgré ça, on a quand même un bon bilan. On est toujours sur bilan positif. Hein. Et on se retrouve au tournoi de fin d'année. Et ma dernière saison, je crois, on va en demi-finale. Donc, Ouais. on se bat, mais il y avait quand même très haut niveau à Mountain West. Et Ouais. ça a été Ouais. prouvé ensuite, hein, les années qui suivent. Les jeunes, les freshmen et les sophomores qui étaient avec nous ont confirmé. Utah State a gagné deux championnats de Mountain West et sont allés 2 fois au tournoi de March Madness. Oui. Et une fois, ils sont allés très loin même.
Ok. Et, San Diego, pareil. San Diego a fait le tournoi. Nevada, il y avait quand même Rino, oui, il Rino. y avait, il y avait quand même, franchement, des trucs très, très haut niveau. Mountain West est de plus en plus respecté. J'ai l'impression effectivement que ton époque là, vous avez changé un peu les choses, la façon dont on joue un peu au basket, tu vois, pas de poste 5 et tout, qui a fait que ça a explosé après, quoi. Oui, on peut dire ça que nous, ça a été notre force pendant un moment, mais il faut savoir que moi, quand je finis ma carrière universitaire à Utah State, il y a un changement de staff complet. Mhm. Et le coach qui arrive par la suite récupère nos éléments qui étaient déjà là et rajoute des pièces, dont un intérieur euh, Nimasqueta portugais qui est en NBA actuellement. Je crois qu'il est Ok. encore à Sacramento ou il est à Boston. Mais du coup, un intérieur de très grande taille Ouais. et vraiment poste 5 pour le coup. Et il fait tourner autour avec un jeu un peu plus classique, on va dire, entre guillemets, avec un vrai pivot dans la raquette. Ok. Et ça marche pour eux parce qu'ils sont vainqueurs, champions de Mountain West 2 fois. Comment t'as réussi à gérer l'école, par exemple, et les entraînements? Comment t'as réussi aussi à gérer ben, la petite notoriété, quoi, que tu as souvent en plus parce que tu es basketteur et en plus, toi, tu es chabin et africain et français. Comment tu t'es débrouillé? Comment tu as vécu autre que le basket, hein? Franchement, c'est une expérience incroyable. Il faut savoir que quand tu es athlète et que tu représentes une université, Ouais, tout le monde est derrière toi, tout le monde te pousse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, les gens sont disponibles. Les gens veulent te voir réussir, ils veulent voir leur université briller. ouais, Ils sont fiers. En fait, c'est comme une petite ville dans la ville. ouais. Et il y a cette fierté, surtout à Utah State, qui est quand même un, entre guillemets, petit campus à échelle américaine. Et, euh, et tu vas en cours avec des gens qui te supportent à tous les matchs, C'est ça, qui, qui, c'est qui ça. sont vraiment, Tu vas en cours avec les supporters, hein. ils sont vraiment et honnêtement contents pour toi, contents de ta réussite parce que à ta réussite et si tu gagnes le match, c'est pour eux, c'est eux qui ont gagné Ouais, et c'est l'université qui brille et c'est vraiment une culture ouais, qui est incroyable et c'est quelque chose qu'il faut vivre si on en a l'occasion. ouais. Donc sur le campus, techniquement, on peut dire qu'on était un peu des stars, surtout l'équipe de basket, parce que il y a deux domaines qui brillent vraiment à l'université, c'est le basket et le football américain. Mhm, Et, euh, et tout le monde sait qui tu es parce qu'ils sont au match mhm, et ils sont en cours avec toi mhm, en fonction, enfin pas tout le monde, mais ils te croisent sur le campus, c'est assez petit quand même. mhm. Et, et quand les gens te croisent, c'est bon match, c'est allez ce week-end, fais de ton mieux, c'est franchement si tu as besoin de quelque chose, si tu veux que je t'aide avec les cours, avec les gens qui sont en cours avec toi, s'il y a un truc que tu comprends pas, tu veux venir étudier chez moi et je sais pas, c'est vraiment comme un petit village en fait où tout le monde te connaît, Surtout Utah. surtout Utah. Ouais. Parce que il faut savoir que Utah State c'est dans une ville qui s'appelle Logan et c'est pas une capitale, c'est à 2 heures de Salt Lake City en voiture dans la montagne et quand tu arrives là-bas, la population c'est 70% l'université. Ouais. C'est-à-dire l'été c'est mort, mais Ouais, ouais, ouais. mais quand tu es là en fait toute la ville c'est comme si c'est l'université. Alors, je tiens à dire qu'il fait quand même très froid à Très Utah. froid. D'accord? Ouais. Si tu pouvais choisir entre Hawaï et Utah, tu as choisi Utah. Donc, tu es un homme qui tient sa parole, Bien sûr. j'apprécie. Mais Hawaï, Alors c'est quoi l'histoire avec Hawaï? Alors, l'histoire avec Hawaii, c'est que quand j'arrive à Utah State, et je pense que Coach Wilson a fait comprendre à Coach Durier, qui est le coach à ce moment-là, Mhm. que je suis très sollicité. Et quelque chose qui ne leur a pas plu, c'est que moi, je voulais vraiment vivre l'expérience américaine. Donc, même si je savais que j'allais à Utah State, j'ai quand même fait des visites avec d'autres universités pour voir un peu ce qu'ils proposaient. Mhm. Donc, j'étais à Texas Southern, j'étais à El Paso, j'ai fait deux, trois essais là-bas pour voir un petit peu ce qui se propose dans d'autres universités. Ça n'a pas beaucoup plu à Coach Wilson, mais je lui ai dit de me faire confiance quand même. Et quand j'ai fait ma visite à Utah State, c'est très, très bien passé. Ouais. Et le soir même, hein, le coach m'a pris dans son bureau et m'a dit, bon, ben voilà, il m'a glissé le papier, voici le contrat, tu signes là et t'es avec nous. Donc, je lui ai dit, j'apprécie beaucoup. Et est-ce que je peux avoir une minute
pour sortir, appeler mes parents pour leur annoncer que je vais signer à l'université et que ça y est, j'ai Mhm. accompli ma mission. Ouais. Et à ce moment-là, mon téléphone sonne. Donc je regarde en cachette. Là, je vois c'est Hawaï qui m'appelle. Donc je me dis, je sors par là à mes parents. Je vais pas appeler mes parents. Je suis Ouais. sorti et je décroche et le coach d'Hawaï est furieux. Il m'a dit, ouais, on m'a dit que tu as eu ta state, que tu es sur le point de signer avec eux et tout. J'ai dit, bah oui, j'ai été recruté, c'est là où je suis, c'est là où je veux aller, toi. Et lui, il comprend pas. Il me dit, mais là, j'ai un billet d'avion à ton nom pour la semaine prochaine, en fait. Ouais, ouais. Mais c'est mort parce que soit je signe maintenant, soit Ouais. et il faut quand même que j'aille faire mes preuves à Hawaï. Donc j'ai j'ai pas eu de moment de doute parce que comme je t'ai dit, je suis un homme de parole et j'avais un contrat avec ce coach Wilson. J'aurais bien aimé aller voir un peu ce qui se propose à Hawaï. J'imagine euh, La vie la là-bas. vie là-bas, Ouais, 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 ouais. mais je lui ai dit voilà que j'étais désolé et on Ok. devait les jouer. Ça s'est pas fait, mais on devait les jouer. Ça aurait été pas mal aussi. Mais voilà, du coup, je choisis la montagne au lieu de la plage. Et je me dis que d'une certaine façon, c'est peut-être mieux pour moi parce que si je m'étais retrouvé dans un environnement où j'étais trop à l'aise, j'aurais peut-être pas travaillé aussi dur que ce que j'ai pu faire. Ok. Après, tu as parlé du froid. Et tu as cet fait très froid Ouais. en hiver. Et moi, je viens de la Martinique. J'ai jamais vécu en France jusqu'à ce moment-là de ma vie. Ouais. Mais j'ai eu quand même un petit passage de transition parce qu'à Los Angeles, il faut pas croire que c'est toujours soleil. Et il fait un peu froid à Los Angeles. Moi, j'avais déjà très froid à Los Angeles. Alors, ça touche pas le zéro, il n'y a pas de neige, Ouais. mais j'avais déjà froid. Ouais. Et, euh, et le Wyoming, c'est horrible. Le Wyoming C'est pire parce que c'est élevé et froid est plat, et est très plat. Donc, ils m'ont dit bienvenue dans le Wyoming, là où il neige à plat. J'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire, mais arrivé en hiver, il y a un vent qui traverse l'État. Et la neige arrive face à toi. Tu es tout le temps balayé par un vent glacé. Et au bord des routes, ils mettent des espèces d'échafaudages pour empêcher que la neige s'accumule sur la route. Donc, tu as des murs de neige en hiver autour de toi. ouais. Et le ressenti avec le vent est horrible. D'accord. Mais Utah, c'était pas mal aussi. En hiver, j'ai eu l'occasion de vivre, c'était la pire tempête de neige en 15 ans, il avait eu. Donc, bloqué chez moi avec de la neige jusqu'au milieu de la porte et -30. Bien. Ouais, il fait froid là-bas. Est-ce que tu penses, ton avis hein, que tu vas me donner, avant de parler de la France, est-ce que tu penses que la formation américaine dans le basket est meilleure que la France ou ailleurs? Qu'est-ce que tu penses de la formation globale d'un joueur de basket et du sport aux États-Unis?